un des enjeux, Pauline Londex, et l'OMS le dit bien, puisqu'on rappelle la nécessité là de se vacciner, de la troisième dose. L'OMS disait aussi il y a quelques jours, oui, sans doute, évidemment, mais il faudrait aussi penser à la vaccination, première dose cette fois, dans de nombreux pays où la plupart des gens ne sont pas vaccinés, Afrique du Sud mais tant d'autres. Absolument. Alors, il faut rappeler quelques chiffres qui sont, à mon avis, absolument parlants. Dans les pays à bas revenus, 3% seulement de la population a reçu au moins une première dose. 50% de la population mondiale, à ce jour, a reçu une première dose. Et un pays comme la Suède, à titre d'exemple, a reçu 9 fois plus de vaccins de la part de Pfizer que l'ensemble des pays à bas revenus réunis. Et là, donc, comme vous l'avez très bien expliqué, on est dans une pandémie mondiale avec des variants qui arrivent, notamment des pays émergents. On ne peut pas avoir une réponse uniquement basée sur une stratégie dans les pays riches, notamment en France. On a besoin d'avoir une action coordonnée au niveau mondial et c'est ça qui permettra de répondre à la pandémie et d'espérer une sortie de crise. Il y a de multiples enjeux dans ce que vous dites, mais si on pose la question bêtement, y a-t-il aujourd'hui suffisamment de vaccins pour faire les deux ? C'est-à-dire effectivement, il n'y a pas de raison de dire aux Français, aux Allemands, aux Britanniques, non, vous n'avez pas le droit à la troisième dose. Pas de raison non plus de dire des Africains, vous n'avez pas le droit à la première. Est-ce qu'il y en a assez pour tout ? Alors absolument, et ça c'est la question absolument essentielle. Oui, il y a suffisamment de moyens, de capacités de production dans le monde pour produire pour tout le monde. Le problème aujourd'hui, c'est la répartition des doses, notamment. C'est le fait que certains pays ont acheté 2 fois ou 3 fois plus de doses que l'ensemble des doses dont ils avaient besoin, peut-être par peur d'en manquer. Donc il y a aussi cette question de la répartition, et notamment les pays du Sud demandent depuis plus d'1 an la possibilité de produire les vaccins ARN messagers. L'Afrique du Sud faisait partie de ces pays-là. Si je me souviens bien, faisait partie de ces quelques pays qui réclamaient ça. Absolument. L'Afrique du Sud et l'Inde font partie des pays qui ont déposé à l'Organisation mondiale du commerce il y a 1 an une demande pour produire ces vaccins ARN messagers chez eux. Il faut savoir que l'Afrique du Sud produit des vaccins de Janssen. Donc c'est pas un vaccin ARN messager, mais ils ont déjà produit des doses du vaccin de Janssen qui ont ensuite été exportées vers les États-Unis et vers l'Europe de l'Ouest. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que ces pays ont absolument besoin d'avoir accès aux vaccins, mais ils sont interdits de les produire et donc ils peuvent pas permettre à leur population d'avoir accès à une première dose, une deuxième dose et peut-être une troisième dose si c'était nécessaire. Alors je crois qu'on a retrouvé la liaison avec Bruno Canard, directeur de recherche au CNRS, virologue spécialiste des coronavirus. Vous m'entendez bien ? Bonjour Monsieur Canard. Oui, bonjour. Bonjour. Revenons avec vous sur ce que je ne sais pas si vous l'avez entendu, ce que disait Olivier Hémon tout à l'heure, l'interrogation notamment du professeur Fontanet. Il faut attendre de savoir si ce virus, ce variant Omicron qui arrive, qui trace son chemin en Europe, prendra le dessus sur Delta, comme Delta avait pris le dessus sur d'autres. Ça, c'est un des enjeux essentiels. Et quand le saura-t-on ? Comment le saura-t-on ? Je pense que oui, c'est un enjeu essentiel et on le saura à mesure que les centres de dépistage arriveront à dépister correctement et séquencer les différents mutants. Et ensuite, faire le tri entre le fait qu'on séquence davantage et on échantillonne davantage et faire le rapport avec, effectivement, est-ce que ça reflète correctement l'installation du virus, du nouveau variant dans la population par rapport aux autres. Ce n'est pas forcément parce qu'il s'est imposé, entre guillemets, en Afrique du Sud, qu'il s'imposera dans d'autres pays, c'est pas aussi simple que ça ? Alors, il y a le côté on détecte et ensuite la réalité de la répartition du virus, c'est pas forcément qu'il soit parti en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, je pense qu'ils sont très performants et ils ont donné immédiatement leurs données de séquençage. Ça, on doit les remercier au lieu de les pénaliser à fermer les frontières. Ça, c'est la première des choses. On peut délayer effectivement un petit peu, avoir un délai sur l'installation d'un variant, mais une fois que l'installation du variant dans divers pays et régions est faite, il faut rouvrir et prendre d'autres mesures, évidemment. Excusez-moi, mais peut-être ma question n'a aucun sens, mais est-ce qu'on est sûr qu'en France, en Europe, il n'est pas présent depuis des semaines, ou pas ? Alors, moi, j'ai coutume de dire que quand on commence à parler d'un variant et qu'on essaie de fermer, de le contrôler, il est déjà de toute façon implanté. Donc, à mon avis, il est forcément en France, il est forcément en Europe. Et à mesure qu'on va détecter, on va en détecter davantage. Ça veut dire que les tests PCR qu'il y a depuis sur des centaines de milliers de personnes, depuis des jours, des semaines, enfin des mois même, ils ne disent pas automatiquement ça c'est un nouveau variant, ça c'est pas un nouveau variant. On est bien d'accord. Ah non, les tests PCR, on est bien d'accord. Les tests PCR détectent la présence d'un virus
Parfois, ils donnent des indications indirectes sur la nature du virus et du variant, mais il faut faire un séquençage complet pour savoir effectivement si on a plus précisément un variant ou un autre. Autrement dit, on le trouve quand on le cherche. Voilà, exactement. Et là, on commence à le chercher. Quand on sait qu'il existe. Oui, et quand on sait qu'il existe. Et donc, c'est pas forcément ce que vous nous dites, Bruno Canard, en Afrique du Sud, qu'il a émergé d'abord. C'est l'Afrique du Sud qui l'a séquencé le premier. Il est très possible, même fort probable, qu'il soit arrivé en Afrique du Sud pour des raisons qui restent déterminées. Ceci dit, ce qui est certain, c'est qu'il a été détecté en Afrique du Sud parce qu'ils sont très performants dans la détection des différents variants. Et on voit à quel point vous doutez de l'efficacité, de l'utilité des fermetures de frontières. Vous restez tous les deux en ligne. On poursuit la conversation après un passage par le fil info. Steven Goyer, 12h20. France Info. Et nous sommes donc toujours avec le directeur de recherche au CNRS, le virologue Bruno Canard, et avec Pauline Londex, la cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, pour évoquer ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas sur ce variant Omicron et ces mesures que l'on prend. D'ailleurs, Pauline Londex, vous avez entendu Bruno Canard douter de l'utilité, la nécessité de fermer les frontières. Qu'en dites-vous de votre côté? C'est une réponse à côté ou c'est nécessaire? Alors, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit par Bruno Canard. On sait bien que la fermeture des frontières au moment d'une pandémie, c'est pas la solution. On a maintenant quelques mois d'expérience sur la situation. On voit bien que le virus circule largement. Et c'est pour ça que la meilleure réponse qu'on puisse avoir, c'est permettre un accès massif à l'arme qu'on a aujourd'hui pour lutter contre la pandémie, qui est les vaccins. Donc, c'est absolument là-dessus qu'on doit insister. On voit bien que les initiatives qui ont été mises en place jusqu'ici par la communauté internationale, comme l'initiative COVAX, ont montré leurs limites. Et il faut absolument qu'il y ait une réaction et qu'on permette absolument à tous ces pays, aux pays émergents notamment, de vacciner leur population. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire obliger Pfizer? Qui peut le faire? Pfizer, Moderna, qui peut le faire? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une mesure qui peut être utilisée auprès de l'Organisation mondiale du commerce, c'est la levée des brevets. C'est une dérogation à l'accord sur la propriété intellectuelle et qui permettrait à l'ensemble des pays en fait, de lever temporairement les droits de propriété intellectuelle sur les technologies contre le Covid. Et ça permettrait à d'autres producteurs, à des producteurs tiers, de produire les vaccins ARN messagers. Ensuite, il y a la question du transfert de technologie, c'est-à-dire une fois que vous avez levé les droits de propriété intellectuelle, vous avez besoin d'une certaine façon d'avoir la recette de fabrication. Pour ça, il faut que Moderna et Pfizer partagent leurs recettes de fabrication. Et ça, c'est possible notamment à travers les contrats qui ont été signés par la Commission européenne avec les firmes, puisqu'il faut le rappeler, aujourd'hui, les États sont les principaux financeurs des firmes pharmaceutiques, à travers des financements d'aide à la recherche et au développement, mais aussi les précommandes de doses. Donc, à travers ces contrats, il doit être possible d'imposer que les firmes partagent leur technologie. Alors en tout cas l'OMS là aujourd'hui parle d'un risque très élevé sur ce nouveau variant et de fait Bruno Canard, si ce dont on parle là ne se produit pas, les vaccins mieux répartis, le monde entier, l'Europe, la France, vulnérable de fait à ces variants en série. Ah ben oui, bien sûr, la France comme le monde est vulnérable. Même si on est vacciné, même si la plupart des gens sont vaccinés. Donc, ce qu'il convient de faire, et je crois qu'on va avoir la réponse d'ici 1 ou 2 semaines, c'est de savoir quel est le taux de protection que donnent les vaccins actuels contre ce variant. Et effectivement, et l'autre point qui est un petit peu frustrant, je dirais, c'est d'avoir entendu pendant très longtemps, et nous-mêmes, d'avoir soutenu le fait que effectivement les vaccins ARN messagers, on pouvait les modifier rapidement pour les adapter. Et puis là, on commence à trouver le temps long. Le variant Delta, ça fait très longtemps qu'il est là. Je pense qu'on aurait pu avoir des vaccins où on pourrait au moins mettre la pression pour avoir des vaccins qui adressent ces nouveaux variants. Donc là, on a c'est une intéressant occasion. Ce que vous dites, excusez-moi, parce que les laboratoires disent non, on le fait, c'est fait, on s'adapte très rapidement. C'est pas le cas. On s'adaptera à Omicron si nécessaire, on s'est adapté à Delta, c'est pas le cas. Pour le moment, vous constatez pour moi que c'est des paroles en l'air. On s'adaptera, moi je peux vous dire ça, oui, on va s'adapter. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on voudrait avoir depuis un petit moment des vaccins qui tapent dans le variant Delta, principalement, et on veut savoir effectivement que dans le pipeline, là, dans les tuyaux, il y a déjà des vaccins Omicron qui sont en train d'être testés et mis en place. Et ça, c'est de la coopération internationale, c'est pas que le labo dans son coin, c'est ça que vous nous dites aussi.
Absolument, c'est comme ce qui vient d'être dit, c'est les contrats avec les entreprises pharmaceutiques sont des contrats d'État, il y a un levier d'action, il faut effectivement utiliser ce levier. Alors un mot de ce qui est aussi essentiel sans doute dans les semaines qui viennent, Olivier Hémon, et ça a été évoqué par le Conseil scientifique, pour mesurer le chemin pris par ce nouveau variant, c'est le dépistage, ils ont insisté là-dessus, plus de dépistage. Oui, en tout cas, plus de criblage et de séquençage. Vous savez, quand on fait des tests, notamment les tests PCR, on repère s'il est positif ou pas. Puis ensuite, on peut faire du criblage pour savoir s'il réagit à certaines mutations, pour repérer si c'est du variant Delta ou d'autres. Il y a des sous-mutations, j'allais dire, qui n'ont pas grand intérêt en termes épidémiologiques, mais qui peuvent être intéressants à savoir. Et puis là, ce qu'on essaie de savoir, et en fait, pour l'instant, on la prend par défaut, c'est-à-dire que quand ces tests de criblage ne réagissent pas à ce qu'on cherche d'habitude, on se dit, là, il y a peut-être un doute pour que ça soit le nouveau variant, donc le Omicron. Et d'où l'importance là du séquençage, c'est-à-dire qu'on va prendre ce test-là et puis on va l'étudier, on va étudier sa carte d'identité complète pour voir si on repère donc les mêmes mutations qu'on a repérées en Afrique du Sud pour déterminer ce variant Omicron. Donc tout ça, ça se fait. Il faut à peu près 3 jours pour faire de la phase du test jusqu'au séquençage. On a des moyens à peu près de faire ça sur 20 000 séquençages par semaine, disait le Conseil scientifique ce matin. Donc on est plutôt bien placé pour faire tout ça en France, mais voilà, faut que ça s'organise, ça prend un peu de temps, et en attendant, il faut isoler ou en tout cas surveiller les personnes qui peuvent être suspectes d'avoir attrapé ce variant. Le séquençage, là aussi, Bruno Canard, on ne découvre pas, ça fait 1 an et demi, on disait au début la France, pas forcément très, très en pointe, on a cette constance désormais ou ça reste aléatoire ? Alors, je pense qu'il y a eu effectivement historiquement des intérêts pour les technologies de séquençage et la mise au point du séquençage et l'utilisation de masse. Je pense que depuis 1 an, ce retard a été amplement rattrapé. Il y a actuellement un très gros effort de séquençage fait dans des centres très performants en France. Effectivement, je pense que les chercheurs et les cliniciens font très bien leur boulot de séquencer, de dépister les variants d'intérêt. Et là aussi, tout dernier mot, Pauline Landex, on est dans une logique nationale ou on peut être dans quelque chose de plus international, plus coopératif là-dessus ? Il faut absolument être dans une démarche internationale. On voit bien qu'à cette pandémie, on ne peut pas répondre de façon isolée, de façon concurrentielle. Là, par exemple, ce que vous venez de dire sur les différents développeurs et le manque d'adaptation, on va dire, des firmes pharmaceutiques aux variants, ça montre bien qu'on a besoin d'une coopération entre les différents développeurs, une coopération entre les différents acteurs et pas une logique de concurrence. Sinon, on aura vraiment beaucoup de mal à sortir de la crise. Merci beaucoup, merci infiniment à tous les deux. Bruno Canard, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des coronavirus, et Pauline Landex, cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Merci aussi Olivier Hémon, chef du service Sciences Santé à France Info. La météo.